Pour la 9e année consécutive, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 14% pour atteindre 170 milliards de dollars US en 2017. L'Empire du Milieu s'affiche ainsi comme étant le premier partenaire commercial du continent africain. Une position que la Chine n'est pas prête de perdre puisque, au premier semestre 2018, le volume des échanges commerciaux avec l'Afrique a augmenté de 16% en glissement annuel pour atteindre 98,8 milliards de dollars. Dans le détail, les grands projets d'investissement chinois sur le continent africain ont connu un développement proactif avec de nouvelles avancées dans la coopération, notamment dans les secteurs de la fabrication, de la finance, du tourisme et de l'aviation. Les investissements directs annuels de la Chine en Afrique s'étant maintenus à environ 3 milliards de dollars au cours des 3 dernières années. Par ailleurs, d'importants chantiers lancés dans le cadre des 10 principaux programmes de coopération définis lors du Forum sur la coopération sino-africaine à Johannesburg en décembre 2015 ont été mis en œuvre. Ces chantiers, une fois achevés, permettront à l'Afrique de disposer de 30 000 km de nouvelles routes, de 85 millions de tonnes de capacité portuaire par an, ainsi que près de 20 000 MW de capacité de production d'électricité et plus de 30 000 km de lignes de transmission et de transformation d'énergie. Avec ces différents programmes, ce sont environ 900 000 emplois locaux qui seront générés pour les pays africains. Ils permettront aussi la formation de plus de 40 000 fonctionnaires et techniciens africains en Chine. Sur la période 2013-2017, le portefeuille de la Banque africaine de développement a quintuplé en Côte d'Ivoire. Ce portefeuille est passé de 152,2 milliards de francs CFA à 802,6 milliards et a essentiellement permis de soutenir le Plan national de développement PND. Plusieurs secteurs ont bénéficié de ces financements, dont celui des infrastructures routières qui a absorbé près de 56% de la cagnotte. Tout ceci a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer une performance économique remarquable avec en moyenne un taux de croissance de 9% et une hausse du PIB par habitant supérieure à 7% sur la période 2012-2017 dans un contexte marqué par une contraction des cours mondiaux des produits agricoles. Le taux d'investissement public est passé de 2,6% en 2011 à 6,8% en 2017, alors que le taux d'investissement privé atteignait 14,3% en 2017 contre 6,3% en 2011. Des efforts restent toutefois à fournir en vue d'améliorer l'environnement des affaires dans le pays, selon la Banque africaine de développement. En effet, l'institution a noté la faible diversification de l'appareil productif ivoirien ainsi que le manque de ressources longues pour financer les investissements nécessaires à accroître les chaînes de valeur agro-industrielles, toute chose qui limite les chances du pays de rendre sa croissance forte, durable et inclusive. Les producteurs de blé entrent en guerre contre les importations au Nigeria. Ils ont initié un programme pour augmenter la production locale afin de réduire les importations qui coûtent 4 milliards de dollars par an en moyenne au pays. Ces producteurs de blé espèrent atteindre leur objectif en misant sur le développement de plantations de nouvelles variétés plus productives et plus adaptées au climat nigérian. À cet effet, de nouvelles souches de céréales ont été identifiées, à savoir Reina 28 et Norman Borlaug. Ces variétés produisent plus de 3 tonnes par hectare contre 1 tonne par hectare pour les types plus anciens. Autre avantage, les nouvelles variétés retenues prospèrent aussi bien dans les fermes irriguées pendant l'intersaison et la saison sèche que pendant la saison humide. Déjà, le pays a cultivé plus de 300 000 hectares et espère pouvoir bientôt produire plus de 2 millions de tonnes par an. Pour rappel, le Nigeria a produit 60 000 tonnes de blé durant la campagne 2016-2017 et a dépensé 4,4 milliards de dollars en importation de blé en 2017, selon les données du département de l'agriculture des États-Unis. La nouvelle stratégie devrait aider le pays à réduire ce chiffre de 60% d'ici 2025. D'ici à 2025, 6 projets structurants seront développés à Madagascar dans le cadre d'un accord cadre signé avec la Chine. Ces projets concernent les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de la lutte contre la pêche illégale et des chantiers navals.
Au total, 2,7 milliards seront investis dans le pays à travers divers projets qui intègrent également la construction de centres de loisirs et d'un centre de formation. La première phase du projet d'une durée de 3 années et représentant un premier investissement de 700 millions de dollars US doit démarrer avant la fin de l'année 2018 avec la création de plusieurs sociétés, dont l'une dédiée à la pêche côtière avec une flotte de 330 navires. Cette société devrait générer à elle seule 3 600 emplois directs à court terme. La deuxième phase du projet, consacrée à la désalinisation de l'eau de mer sur le littoral de la région de Landroy, prévoit une production quotidienne de 10 000 mètres cubes. L'eau désalinisée sera stockée, gérée et distribuée dans des zones de production de Landroy. Notons que le développement de l'économie maritime est l'un des 7 moteurs de croissance du plan de transformation de l'économie malgache à l'horizon 2030. Des actions climatiques audacieuses pourrait générer au moins 26 000 milliards de dollars de bénéfices économiques d'ici à 2030. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Global Commission on the Economy and Climate. Selon ce rapport, les opportunités d'une économie climatique tournée vers les activités bas carbone se concentreraient autour de 5 secteurs clés: l'énergie, les villes, la nourriture et l'utilisation des terres, l'eau, l'industrie. Ces opportunités pourraient générer des retombées positives plutôt alléchantes. Plus de 65 millions de nouveaux emplois bas carbone d'ici à 2030. Par ailleurs, ce rapport souligne que le simple fait de réajuster les subventions publiques et le prix du carbone permettrait de générer 2 800 milliards de dollars de revenus publics par an jusqu'en 2030. D'où l'appel lancé aux gouvernants et élites économiques ou financières de prendre des mesures audacieuses dans les 2 à 3 années à venir. Il s'agit entre autres d'accélérer les investissements dans des infrastructures durables, bâtiments, transports, mais aussi dans les forêts et zones humides, ou alors augmenter substantiellement le prix du carbone. À peine investi dans ses fonctions, le nouveau ministre zimbabwéen des Finances affiche ses ambitions. Professeur à l'université britannique d'Oxford et ex-vice-président de la Banque africaine de développement BAD, Mthuli Ncube est la tête d'affiche du gouvernement nommé par le président Emmerson Mnangagwa pour tenter de sortir le pays du profond marasme dans lequel il se débat depuis près de 20 ans. Et l'homme entend bien jouer sa partition en commençant par la réintroduction en tant que monnaie souveraine du dollar zimbabwéen que son pays a abandonné il y a près de 10 ans pour le dollar américain. Il est certain que je vais m'asseoir, réfléchir et consulter. Il est très important que je consulte le président sur tout. C'est sa vision et je me sens privilégié d'avoir été nommé, de sorte que c'est quelque chose sur quoi je vais me pencher. Autre priorité du nouveau ministre zimbabwéen des Finances, l'épineuse question relative au manque de liquidité. Les questions liées au manque de liquidité sont également un symptôme de la situation macroéconomique générale sur le front budgétaire, mais aussi sur le front monétaire en termes de confiance extérieure, tout ce qui cause et influe sur la crise de liquidité. Mthuli Ncube s'engage par ailleurs à s'atteler à une réforme fiscale et à une renégociation de la dette du pays avec ses créanciers. Nous voulons que les institutions financières internationales comme la BAD et la Banque mondiale travaillent avec nous pour résoudre la question de nos arriérés. Même chose pour le Club de Paris des créanciers, a-t-il déclaré lors de sa prise de fonction dans un contexte où la dette publique du Zimbabwe atteint 2 milliards de dollars, soit environ 90% de son produit intérieur brut.
L'année 2017 a été prolifique pour le secteur touristique togolais. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le pays a enregistré 496 000 arrivées de touristes de tout genre. Ceci représente une augmentation de 158 000 visiteurs par rapport à 2016, soit un taux de 46,7%. Le Togo occupe ainsi la deuxième marche du podium au plan mondial derrière l'Égypte qui a enregistré un taux de 55,1% pour 8,1 millions de touristes en 2017, contre 5,2 millions en 2016 et 14 millions en 2010. Lomé se positionne bien loin devant ses voisins ouest-africains comme Ouagadougou qui a enregistré un recul de moins 5,9% en 2017, affichant 143 000 touristes contre 152 000 en 2016 et 274 000 en 2010. Ce classement rendu public par l'Organisation mondiale du tourisme dans le cadre de sa publication 2018 des faits saillants du tourisme dans le monde suscite des réactions mitigées. En effet, en 2017, le Togo a traversé une crise socio-politique qui a impacté négativement la vie économique du pays. Raison pour laquelle certains voyagistes du pays se disent dubitatifs par rapport à ce rapport de l'OMT. Je me demande comment ils ont recueilli les données auprès de qui pour arriver à de telles conclusions, a réagi un voyagiste précisant que l'année dernière, plusieurs arrivées à Lomé avaient été annulées quand la violence était montée d'un cran. La récolte abondante de cacao annoncée en Côte d'Ivoire sur la période allant d'octobre 2018 à mars 2019 semble avoir du plomb dans l'aile. À l'origine de cette situation, les fortes précipitations enregistrées dans les régions productrices du pays. C'est le cas dans la région occidentale du Mans, la plus touchée avec des précipitations de 87,7 mm, soit 49,5 mm au-dessus de la moyenne quinquennale. Il en est de même dans la région du centre-ouest de Daloa, qui produit un quart de la production ivoirienne et a reçu 45 mm, soit 15 mm de plus que la moyenne. Face à cette situation, les producteurs, quoique satisfaits du nombre de gousses sur les arbres, craignent que les pluies n'entraînent la pourriture brune des cabosses et empêchent les premières fèves de cacao de sécher complètement. Cette menace s'ajoute à celle de la maladie des pousses gonflées qui a vu le Conseil Café-Cacao initier un programme pour déraciner 300 000 hectares d'arbres infectés au cours des 3 prochaines années afin de limiter la propagation de l'épidémie. Précisons que la saison dernière, la Côte d'Ivoire, première productrice mondiale de cacao, a produit environ 2 millions de tonnes de la fève dont 60% provient du sud et de l'ouest. Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique, le pays plus industrialisé du continent noir est à nouveau dans une récession technique. Il affiche en effet un produit intérieur brut en contraction de 0,7% au deuxième trimestre 2018, après avoir déjà dégringolé de 2,6% au premier trimestre. Nous sommes en récession. Nous avons enregistré une contraction au premier trimestre et maintenant au deuxième avec une baisse de 0,7%, a déclaré le statisticien général de l'Afrique du Sud face à la situation économique du pays. À en croire l'Agence nationale de la statistique, la contraction du PIB au deuxième trimestre découle d'un repli des secteurs de l'agriculture et des transports. La production agricole a chuté de 29,2%, tandis que le secteur des transports a reculé de 4,9%. Parallèlement, la production minière a progressé de 4,9%, tandis que le secteur financier a enregistré une croissance de 1,9%. Fin 2016, l'Afrique du Sud avait déjà connu un épisode de 6 mois de récession technique avant de voir son PIB progresser de 1,3% en 2017. Le président Cyril Ramaphosa, qui a succédé en février au très controversé Jacob Zuma, a promis de relancer l'économie du pays qui se débat depuis plusieurs années avec une croissance atone et insuffisante pour faire fléchir un taux de chômage record de 27,7%.